Hello, est-ce que vous m'entendez? La grande question de chaque début de live. M'entendez-vous? Ah, on voit mon mari. Je vais cacher mon mari. Alors, mis à part des petits chats tout mignons que je vois sur mon PC, c'est à peu près tout ce que je vois pour l'instant sur mon profil. Yes, ça marche, super. Bonjour à tous. Alors, on se retrouve pour cette nouvelle année, nouveau cycle, tout nouveau, on va dire. Je vous souhaite tous mes vœux pour cette nouvelle année, tout ce que vous voulez acquérir dans votre vie, tout ce que vous voulez atteindre. Et je bégaye aujourd'hui, c'est top. Alors, aujourd'hui, on va parler de maîtriser vos pensées pour maîtriser le monde. Et oui, parce que pour maîtriser votre monde, plus exactement. En maîtrisant vos pensées, vous allez réussir à influer sur vos émotions. Et on a tous entendu un jour parler que nos pensées créent notre réalité. Et je m'aperçois que je ne suis pas sur le bon mode. Attendez, il faut... Ah, apparemment, j'ai une vue quand même. Je pense que j'ai laissé... Bon, c'est pas grave. Peu importe, je corrigerai ça après. Je crois qu'au final, je me vois toute seule. Je vais aller voir si je peux modifier l'audience. Et oui, exactement. Bon, donc, je vous disais donc... on a tous entendu un jour que nos pensées créaient notre réalité. Alors, si c'est certes une vérité pour un grand nombre d'entre nous, je sais que néanmoins certains croient que leur réalité dépend toujours des circonstances. Donc pour cette nouvelle année, on y revient, je vous souhaite douce, sous le signe de la réussite. J'ai choisi justement de vous disséquer le principe de notre pensée créatrice. Alors qui suis-je? Je suis Patricia Paredlinti, consultante et formatrice en dysfonctionnement humain, experte en dissection de processus. En solo, j'accompagne les quarantenaires qui ont toujours vécu pour les autres et de ce fait qui ont perdu le sens de leur vie, ne ressentent plus aucune émotion, ne vivent de manière robotisée, en agissant parce qu'il le faut et pour le bien de la famille, et qui en ont marre aujourd'hui de donner le change en laissant croire finalement que tout va bien. Pour le reste, ce que je leur apprends, ce que je leur apporte, je vous invite à vous reporter à la description, parce que sinon ça va être un peu trop long et c'est surtout pas le sujet de la vidéo. J'ai une autre info à vous donner en ce début de vidéo, en ce début d'année. Suite au cycle sur l'argent, j'ai eu beaucoup de demandes de coaching ou d'accompagnement sur justement le rapport et la relation qu'on a à l'argent. Donc dites-moi en commentaire si ça intéresse certains, auquel cas je peux mettre en place une formation, enfin pas une formation mais un accompagnement sur février-mars pour vous accompagner dans cette démarche à changer d'état d'esprit et de paradigme face à l'argent. Bon, revenons-en à nos moutons. Donc, je vous disais qu'un certain nombre d'entre vous est persuadé qu'au final, votre réalité va dépendre pleinement et entièrement des circonstances extérieures. Il n'en est rien. Désolée de vous décevoir en ce début d'année, mais il n'en est rien. Alors, j'en entends déjà qui me disent, à chaque fois que je dis ça, on me dit « Ouais, mais tu vois, la période qu'on vient de vivre avec le Covid, là, ça prouve bien qu'on n'est pas à l'origine parce que ça, on n'a pas voulu le vivre. » Alors, je sais que c'est difficile à avaler pour certains, que nos pensées créent notre réalité, surtout après ce qu'on vient de vivre, on est d'accord. Pourtant, je trouve que cette période, que les 2 années qu'on vient de vivre, elle résume à elle seule toute la création qui découle de nos pensées profondes. En d'autres termes, nos croyances, qui est le filtre à travers lequel on regarde le monde. Je vous renvoie au cycle 1 où j'avais disséqué tout le cycle des croyances, des besoins et compagnie. Donc je vous renvoie à ça. Donc on va voir le monde à travers nos filtres. La circonstance commune qu'on va vivre, donc là typiquement la période que l'on vient de traverser, elle provient pas de vos pensées à titre personnel, mais elle provient de la manière dont vous allez les percevoir, dont vous allez les appréhender.
et des liens et des mécanismes de pensée et de filtration, finalement de filtrage, pardon, que vous allez appliquer au monde. Et donc, bah forcément, c'est en lien avec vos émotions. Alors pour ceux qui me suivent depuis longtemps, qui ont participé régulièrement aux ateliers, alors que ce soit sous l'enseigne Blog de la Coach ou Successful Parentpreneur avec Michael, vous savez que j'ai adoré cette période. Parce qu'elle a mis beaucoup de mécanismes de dysfonctionnement. J'aime bien mettre le 10 entre parenthèses parce qu'au final, vous fonctionnez comme ça, mais vous dysfonctionnez. Ça a mis tous ces mécanismes au grand jour. Alors, pour ceux qui me découvrent, sachez que je dissèque les processus à froid, sans aucun jugement. Que je me sers souvent de ce que nous vivons et surtout de périodes qui sont impactantes pour expliquer ce que vous vivez. Voilà, donc c'est juste pour mettre un petit cadrage. Donc, comment nos pensées, elles vont diriger nos perceptions? Alors, chacun a appréhendé finalement la période en fonction de sa grille de lecture du monde. En clair, donc, à partir de son propre système de croyance, qui est le berceau de nos pensées profondes. Les fameuses pensées qui vont diriger et influer nos vies en faisant émerger ou pas nos émotions. Notre grille de lecture, elle va se traduire donc par nos fameuses émotions. Et ces émotions, elles sont au final l'expression de nos besoins sous-jacents. Bah oui, on y revient à nos fameux besoins. Puisque, comme je vous le dis souvent, hein, j'aime bien vous le rappeler, on est un tout cohérent, donc rien ne dysfonctionne. Quand on dysfonctionne par rapport à un état de cohérence initial que l'on a perdu. Donc, qu'est-ce qu'ils ont comme problème, nos besoins, finalement, quand l'émotion, elle monte, hein, c'est qu'ils sont mal nourris, ils sont négligés, ils sont ignorés, ou à contrario, qu'on les a assouvis, mais dans ces cas-là, en général, l'émotion est nettement moindre. Et donc, tout ça, c'est lié forcément à nos croyances profondes, donc à nos pensées profondes. Comme je vous l'ai dit à moult reprises dans le cycle 1, on ne développe aucun besoin hors de nos croyances. C'est-à-dire que tous nos besoins sont en lien avec une croyance profonde ou une croyance plus ou moins ancrée. J'y reviendrai à la fin pour vous expliquer un peu comment aller détriturer, on va dire, tout ça, démêler toute la plotte. Donc voilà. Alors, nos émotions, elles n'ont qu'une vocation. Hein, c'est de nous délivrer un message. Moi, je fais des bons quand j'entends parler d'émotions positives ou négatives. L'émotion, c'est le messager. Hein. Elle arrive, elle vous délivre une lettre. Elle ne sait pas si c'est positif ou négatif. C'est après vous qui allez, en fonction de votre système de croyance, l'interpréter d'une manière ou d'une autre. Donc, l'émotion, elle va vous mettre en mouvement de manière plus ou moins intense, en fonction évidemment de ce qu'elle va procurer chez vous, si c'est une vaguelette ou si c'est un tsunami. Une fois ce message d'alerte délivré, il va rester une chose, il va rester le sentiment qui lui est plus ou moins intense, hein, et qui va témoigner finalement de votre habilité à vivre cette émotion ou au contraire à la brider ou à la réprimer. Plus vous allez réprimer, je pense que vous avez tous entendu déjà dire que ce qui ne s'exprime pas s'imprime, plus vous allez réprimer votre émotion, plus le sentiment qui va s'en déduire va être pour le coup négatif et noir, et plus il va s'enterrer, enfin plus il va vous enliser au final et plus il va vous faire réitérer ce processus de croyance pour vous prouver au final que vous avez raison. Alors, je vais prendre l'exemple du Covid. Alors, je précise quand même que je cherche pas la polémique. J'ai pris les 4 niveaux qu'on pouvait y trouver et je vais forcément opposer les deux extrêmes qui sont ceux qui ont accepté ce que disait le gouvernement et ceux qui l'ont refusé. Je veux absolument pas de polémique sous cette vidéo. Je détruirai tout commentaire qui vient polémiquer sur le fait que c'était pas bien. C'est pas le sujet de cette vidéo, encore une fois. Il n'y a pas de jugement, j'ai juste disséqué les comportements. Alors, j'en ai gardé 4 parce que sinon la vidéo, elle aurait fait 6 heures parce qu'évidemment, il y a toutes les déclinaisons entre, je vous ai pris les deux extrêmes et deux milieux au milieu de ces deux extrêmes, penchant chacun d'un côté. Évidemment, si je mets toute la palette, on y passe la journée. Donc,
je vais vous expliquer, à partir des constats que j'ai pu faire moi-même pendant cette période, l'impact de vos pensées sur votre vie. Alors, c'est totalement inconscient, hein. Encore une fois, il n'y a pas de jugement de valeur. Quand je vais parler à un moment donné de conformisme, je ne vais pas aller juger si c'est bien ou si c'est mal. C'est juste qu'à un moment donné, on adhère à quelque chose ou pas. C'est tout. Donc ne prenez pas les mots pour vous. J'ai justement pris soin de rédiger ce texte, hein, enfin cette vidéo, en faisant très attention à mes termes. Donc, on va partir du principe qu'on a une partie de la population qui a adhéré au discours de nos gouvernants. La pensée, la croyance qui est donc derrière, c'est que nos gouvernements détiennent la clé de notre survie. Il y en a d'autres, la deuxième catégorie, qui eux se sont méfiés parce qu'ils n'ont pas oublié leur pensée profonde, la croyance. Hein, c'est que par le passé, il y a eu de nombreux élus qui ont finalement combattu le peuple en faveur d'une élite. La troisième catégorie, eux, ils ont fait mine de rien entendre. Ils ont fait l'autruche, persuadés qu'en ignorant la réalité, elle finirait par se dissoudre. Et les derniers, ils se sont élevés un peu plus violemment contre les mesures, convaincus que la santé est un acte individuel et non collectif, hein, qui ne passe pas par des mesures restrictives et coercitives. Les deux milieux, les deux pensées du milieu ne vont pas amener d'acte en soi. C'est-à-dire que ces gens vont souvent finalement se rallier à la voix du plus fort d'un côté ou de l'autre en fonction de qui crie le plus fort. Donc on va surtout s'intéresser au final aux deux extrêmes qui sont les plus intéressants. Alors néanmoins, je vais quand même vous disséquer les 4 façons d'appréhender une même situation qui va faire naître des émotions diverses, d'intensités différentes, y compris au sein d'une même catégorie. C'est là où c'est intéressant. Typiquement, alors la première émotion, je pense qu'à dominer toutes les catégories, c'est l'effet de surprise. C'est la surprise parce que on n'avait jamais vécu ça, parce que le confinement était une méthode moyenâgeuse. On n'en a fait pas revécu depuis le Moyen-Âge, et encore, ça concernait des maladies comme la peste, et ça ne mettait en quarantaine que les gens malades. Passé cette première émotion, on en a d'autres qui étaient beaucoup plus intenses, qui ont pris le pas. Alors, pour ceux qui ont adhéré au discours officiel, il y a eu la peur, puis la colère. Parce que la colère, elle est montée, il y a eu la peur de la mort, il y a eu la peur de la maladie, puis il y a eu la colère qui est montée face à ceux qui ne suivaient pas. Et enfin, pour bon nombre de ceux que j'ai interrogés, il y a eu du dégoût, parce qu'il y avait une partie de cette humanité qui semblait ne pas percevoir la gravité de la situation et qu'ils percevaient comme mettant leur propre vie en danger. Donc vous voyez, on a des émotions qui vont évoluer, mais avec une intensité qui était assez importante, hein, on l'a vu. Il y avait des gens qui étaient très heureux d'avoir un pass sanitaire et qui étaient très véhéments à l'encontre de ceux qui n'en avaient pas. Encore une fois, je ne veux pas de jugement, je ne porte pas de jugement, je dis simplement que ces intensités d'émotions, elles ont amené à des réactions qui témoignaient d'un dégoût, qui témoignaient d'un certain nombre de choses, mais surtout d'une croyance intérieure. Chez ceux qui se méfiaient, l'émotion, donc je vous ai dit, hein, la deuxième catégorie de personnes, c'est ceux qui n'ont pas oublié, mais par contre, elles sont restées en général relativement tranquilles, voire vers où le vent allait pencher. D'ailleurs, on retrouve souvent dans cette catégorie-là des gens qui se sont fait faire des faux passes. C'est assez marrant de voir la corrélation entre j'adhère parce que je veux pas sortir du lot, mais malgré tout, je n'y vais pas à fond parce que il y a un petit côté de moi qui... Voilà. Et là, les émotions dominantes, hein, elles oscillaient majoritairement entre la colère et le dégoût. Alors, cette fois, c'était à l'encontre, le dégoût, il allait à l'encontre de la première catégorie parce qu'ils estimaient que les gens marchaient aveuglément vers l'abattoir et qui tenaient pas compte finalement des leçons du passé. Mais par contre, ces gens-là, comme dit, ils se sont jamais mêlés des conversations, ils se sont souvent restés très en retrait. Mais il y avait ces deux sentiments-là, ces deux émotions-là qui très souvent ont évolué sur un sentiment d'injustice. Ils trouvaient injuste finalement qu'il y ait une espèce de sanction collective
Et la sanction, ben, finalement, en fonction du vent, un coup c'était de la faute de ceux qui suivaient, un coup c'était de la faute de ceux qui se rebellaient. Voilà. La troisième catégorie, souvenez-vous, elle était dans le déni. Et eux, ils se sont trouvés confrontés à une profonde tristesse, de plus pouvoir agir comme ils en avaient l'habitude, comme ils le voulaient. Il y en a qui ont développé des peurs, de jamais. Mais là, par contre, c'était pas une peur de la mort, c'était de jamais retrouver la vie d'avant. Et d'autres qui ont développé de la colère, et souvent une colère qui était muette, et qui était liée au sentiment d'avoir fait l'autruche, et de ne pas avoir été plus vigilant et de ne pas s'être préparé à cet événement. Donc, quand vous distinguez tout ce mélange au final d'émotions, vous voyez que ça fait naître après toute une palette de sentiments diversifiés. Encore une fois, hein, je ne juge pas ni le sentiment, ni l'émotion qui est derrière. C'est juste un constat que j'ai pu faire. Et puis enfin, il y a les derniers, les rebelles. Alors eux sont ceux qui ont vécu sur toute la palette de sentiments, d'émotions, pardon. Alors je vais quand même vous rappeler qu'en fonction des écoles, il y a 6 ou 8 émotions, donc qui sont la joie, la colère, la tristesse, la peur, le dégoût, la surprise. Et quand on en met 8 en fonction des écoles, on ajoute la confiance et l'anticipation, mais je suis pas en faveur, on va dire, de cette théorie. Bon, après, évidemment, on a différents degrés. Hein. La colère peut aller jusqu'à la rage, et ainsi de suite. La peur jusqu'à l'anxiété. On a différents degrés dans ces niveaux-là qui vont forcément faire naître des sentiments relativement différents. Alors, les rebelles, eux, ils ont brassé toute la palette, hein, en passant par des phases de colère, puis des phases de joie, puis des phases de tristesse profonde, puis un retour de la joie. Ça a été vraiment un brassage d'émotions parce que derrière, il y avait des sentiments qui variaient, qui s'alternaient par rapport et au gré des situations. Voilà. Et au gré de ce qu'ils estimaient être des avancées ou non au final. Donc voilà. Donc si on dissèque tout ça, c'est quoi? Ça veut dire que nos émotions, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui sont un système d'alerte, ils vont avoir un rôle précis, celui de venir nous indiquer que la circonstance est en adéquation ou en opposition totale avec qui nous sommes intérieurement, avec qui on est au niveau de notre subconscient. Et là, c'est tout notre système de pensée profonde qui va se mettre en branle face à ce qu'il peut ou non tolérer, et ce, à des degrés variables. Donc, on va adopter le comportement, donc la réaction ou l'action qui est induite par l'émotion, qui va venir confirmer nos pensées, et puis qui viendra surtout confirmer la réalité interne définie, délimitée par notre croyance. De ce comportement, donc vous avez bien compris, hein, il y a une réaction, ça induit un comportement, ce comportement va naître le sentiment qui viendra affirmer nos pensées. Là, je vous rends un exemple encore. Donc, si on vous dit, si la personne a peur de mourir, elle va se conformer aux dispositions qui semblent faire consensus. Elle va s'installer dans un sentiment de confiance, voire de fierté, et dans des cas extrêmes de patriotisme, en jugeant qu'elle fait les bonnes actions. A contrario, si je suis convaincue que la santé se vit à l'intérieur et qu'elle dépend de mon hygiène de vie, plus que d'un médicament, je vais tendre à doper mon système immunitaire, à développer un sentiment de méfiance à l'encontre de ce qu'on me propose et qui n'entre pas dans mon cadre de perception. Donc, on va faire naître des sentiments totalement différents. L'émotion, elle va donc induire une action, une réaction, et le comportement, lui, va venir ancrer une multitude de sentiments qui, à leur tour, vont venir renforcer notre pensée profonde, parce que vous l'avez compris, le rôle de notre subconscient, c'est de nous faire... Enfin, là, on a l'ego et le subconscient. Le subconscient va faire émerger une pensée qui est pour lui complètement neutre, qui correspond à une croyance, et notre ego va interférer pour venir confirmer constamment cette pensée. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on a la bataille entre notre cœur et notre mental qui va se mettre en action, et on va tomber typiquement dans la prophétie autoréalisatrice, c'est-à-dire que
Notre croyance, elle va induire un comportement dont on connaît déjà par anticipation le résultat, et ce résultat va venir confirmer notre pensée. Typiquement, il y a l'ego enfin le mental ou l'ego, appelez-le comme vous voulez, qui est venu s'immiscer entre les deux et qui est venu faire barrière parce qu'à un moment donné, cette pensée a dû vous faire souffrir ou cette pensée est née d'une souffrance et donc il est hors de question que vous la reviviez avec la même intensité, donc il vous la fait vivre à dose homéopathique, mais au final en 10 fois pire que ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant. Donc, face à une situation, de toute façon, on va toujours laisser monter l'émotion qui va induire le comportement parfait pour venir confirmer donc notre pensée par l'obtention, donc comme je vous le disais, d'un résultat qui était anticipé. Notre subconscient, lui, connaît déjà le résultat. Enfin, notre ego connaît déjà le résultat, plus que le subconscient encore, avant même que vous ne soyez passé à l'action, parfois même avant même que l'émotion soit ressentie. Le corollaire de ça, c'est que systématiquement, vous allez vous enliser. Alors, comment on va changer nos pensées profondes? Alors, pour infléchir nos pensées profondes et nos croyances, il va falloir changer à plusieurs reprises nos comportements pour obtenir un résultat différent. Ce qui permettra à notre subconscient, plus qu'à notre ego, d'interroger le bien fondé de la pensée en question. C'est-à-dire si ma pensée profonde, par exemple, c'est le gouvernement agit toujours dans mon intérêt, que mon émotion, c'est la peur de mourir si je ne suis pas les préconisations, le comportement que je vais induire va être je me conforme à toutes les mesures et le sentiment qui va naître, c'est un sentiment de sécurité, de me sentir protégé, de fierté d'avoir fait un geste patriotique, mais aussi d'exacerbation des sentiments à l'égard de ceux qui ne suivent pas, qui n'agissent pas comme eux. Et ça va pouvoir amener une normalisation, par exemple, des actions punitives ou peu importe. On va considérer que cette normalisation, elle est, que ces actions punitives, elles sont normales. Le résultat, par exemple, c'est je tombe malade à plusieurs reprises et je finis aux urgences. La pensée, elle va être ébranlée dans ce cas-là. Et elle va être remise en cause. Mais votre ego, par fierté, il va vouloir absolument, dans un premier temps, il va vous faire valider au final ce que vous êtes en train de vivre en vous faisant réitérer ce comportement. Et par là, il va rejeter finalement la responsabilité sur ce qui vous arrive, il va la rejeter sur les autres. Au fil du temps, avec difficulté, hein, on est d'accord, vous allez vous apercevoir petit à petit que dans votre entourage, vous avez des gens qui étaient des rebelles, qui n'ont strictement rien respecté, qui ne se sont soumis à aucune mesure, que vous avez insulté en leur temps, à tort ou à raison, encore une fois, il n'y a pas de jugement, qui, lui, à l'inverse, il lui arrive rien. Et là, vous allez commencer... votre subconscient va commencer à damer le pion de l'ego en vous faisant modifier petit à petit vos comportements. C'est-à-dire qu'il va petit à petit faire rentrer des petits éléments, sans forcément que vous en ayez conscience, d'ailleurs c'est ce qui est intéressant. Va vous faire arriver des petits éléments qui vont vous venir infléchir la croyance, donc la pensée profonde, selon laquelle, donc dans mon exemple, les gouvernements détenaient la clé de votre survie. Par exemple, vous allez vous mettre à faire un peu plus de sport, à manger un petit peu plus sainement, et puis voir au final que vous obtenez un meilleur résultat. Et en général, c'est le moment où l'ego en prend un peu plein la tête et où le cerveau se met à modifier les croyances profondes et il vient casser donc la fameuse boucle prophétique, ça y est, je recommence à bégayer, qui s'était installée dans votre esprit, souvent à votre insu. Tout ça, en général, sont des mécanismes totalement inconscients. Il est relativement difficile, moi je dis souvent à mes clients d'écouter leurs pensées. J'ai conscience que c'est relativement compliqué d'écouter ses pensées et pourtant elles vous donnent énormément d'infos. Donc, encore une fois, j'ai choisi les deux extrêmes parce que c'était le plus facile à opposer, mais ça peut s'appliquer à tout. Alors, on en arrive à nos croyances limitantes.
elles sont toujours à l'origine, je dis bien toujours à l'origine d'une disharmonie et d'une absence totale de cohérence interne. C'est-à-dire qu'elles vont entraver l'assouvissement de vos besoins et souvent en leur barrant le chemin parce qu'il y a une autre croyance qui elle est plus positive mais qui est nettement moins ancrée parce que pour X raisons, je veux dire les croyances elles s'ancrent souvent parce que par la répétition, quand c'est des croyances familiales dont vous avez hérité, elles sont là, souvent vous n'en avez pas conscience parce qu'on vous les a rabâchées depuis petit et les croyances que vous êtes forgées à l'âge adulte ou à l'âge de l'adolescence, elles sont nettement moins ancrées. Donc vos besoins ils résident là, dans ces croyances moins ancrées qui sont beaucoup plus positives, mais il y a derrière des croyances qui elles sont beaucoup plus profondes et qui viennent leur barrer la route et qui vous empêchent finalement d'accéder à qui vous êtes, d'accéder aux besoins. Encore une fois, je reviens sur ce fait, c'est que le besoin, c'est le fondement de l'être humain, mais c'est la raison qui va faire que vous allez vous bouger. Moi, quand je vois les êtres humains qui rebouclent entre le besoin et la valeur, je fais des bonds parce qu'il faut aller chercher... Ah, d'accord, Patrice, pardon. Il faut aller chercher, j'ai presque fini en plus, il faut aller chercher dans nos pensées ce qui empêche le flux entre la pensée, l'action et le besoin, parce que votre besoin normalement, au même titre que quand vous avez envie d'aller aux toilettes, vous vous posez pas la question, vous torturez pas le cerveau, vous y allez, logiquement tous vos besoins doivent être alimentés de la même manière, c'est-à-dire que vous avez un besoin, je dis n'importe quoi, celui de dessiner, en toute logique, vous devriez prendre votre crayon et vous mettre à dessiner. Voilà. Sauf que, quelque part, vous avez cette envie, qui est peut-être liée à une croyance que ça me ferait du bien. Dessiner fait du bien, dessiner libère l'esprit, dessiner est une manière de... comment on appelle ça ? De méditer, par exemple. Et derrière, il y a peut-être une croyance nettement plus profonde qui vous dit... ouais, mais il n'y a pas d'artiste dans la famille. Et puis dessiner, c'est un don. Hein. Et comme personne là, tu peux pas l'avoir. Je te réponds juste après, Gaëlle. Et du coup, ça vous empêche de passer à l'action alors que normalement, il devrait y avoir un chemin fluide. Alors, il y a Gaëlle qui nous dit... cet exemple me parle peu, pas grand monde autour de moi a changé d'avis sur cette mascarade. En revanche, je suis complètement d'accord avec toi sur le fait que nos croyances nous bloquent ou l'inverse, et que notre pensée est créatrice. Alors, je suis pas d'accord quand tu dis... Alors, c'est pas je suis pas d'accord avec ton propos. C'est que je pense surtout que aujourd'hui, les gens... Tu sais, changer d'état d'esprit, c'est une courbe de deuil. Donc, à partir du moment où on rentre dans une courbe de deuil, il y a cette phase de déni, il y a cette phase de colère, et après, il y a une phase de marchandage. Et autour de moi, j'ai beaucoup de gens qui sont dans cette phase de marchandage du « oui, mais ». Oui, peut-être que vous aviez raison, mais on n'avait pas non plus tort. Parce que là, on va aller toucher quelque chose de profond. Je vais te donner un autre exemple. Moi, dans mes croyances extrêmement profondes, j'avais que l'éducation nationale était là pour, oui, je reviens dessus encore, était là pour faire le bien de nos enfants. C'était une croyance très profonde. Alors, elle a pété de manière, elle a été pulvérisée, mais alors d'une manière extrêmement violente. T'as deux manières au final de pulvériser les croyances, soit d'une manière extrêmement violente comme celle que j'ai vécue, et la manière extrêmement violente, elle t'emmène dans la dépression. Parce que tu peux pas passer par les courbes de déni et de marchandage, tu passes directement au final du deuil à la dépression. Je me suis tapé, après ce qui nous est arrivé, je me suis tapé 3 mois de dépression parce que j'ai ma croyance qui a volé en éclats parce qu'on a séquestré mes enfants parce qu'ils ne portaient pas le masque. Et là, j'avais en face de moi une école maltraitante, alors que dans ma conception de l'école telle que je l'ai connue petite, il n'était pas possible que l'on maltraite.
Ça, c'est la première façon dont tu as pulvérisé les croyances des gens. La deuxième façon, c'est, je ne sais pas si tu te souviens de la manière dont tu as appris que le Père Noël n'existait pas. C'est quelque chose qui va se faire en douceur, étape par étape. Et à chaque étape, tu as une étape de déni. La première fois qu'on te le dit, ah ben non, c'est pas possible parce que je l'ai vu, parce qu'il m'a apporté des cadeaux, parce que voilà, parce que tu as toutes les histoires qui ressortent. Dans la deuxième phase, concernant le Père Noël, tu vas avoir une période de marchandage. Ah ben oui, mais au final, c'est vrai que je l'ai jamais vu. On m'a toujours dit qu'il était passé, mais moi, je l'ai jamais vu. Je l'ai pas entendu. Ah oui, mais j'avais quand même des preuves qu'il était venu, puisqu'il avait mangé les gâteaux et les bonbons que je lui avais laissés. Ah ben oui, mais voilà. Et ça, c'est ta phase. Et après, tu as une phase alors, pas de dépression, parce que quand on est enfant, au final, ça passe relativement vite. Hein. Et aujourd'hui, les gens sont dans cette phase-là. On les a noyés sous un tas d'informations contradictoires, on les a noyés sous un tas d'injonctions qui sont venues interférer au final dans le processus, ce qui fait qu'aujourd'hui, la plupart des gens que je connaisse en France sont dans une phase de dépression plus ou moins profonde parce que ils sont en train de faire cette courbe de deuil et que tu ne peux pas exposer une croyance limitante comme ça. Là, ça remet en cause qui ils sont. Ça remet en cause la manière dont le regard qu'ils ont posé sur les autres, leur jugement. Ça remet en cause leur cadre de vie. On remet en cause la manière dont ils vont ont appréhendé le monde toute leur vie. En gros, on est en train de leur dire, vous avez vécu dans un mensonge et maintenant, il faut vous réveiller. Et ça, c'est extrêmement violent pour les gens qui, aujourd'hui, s'aperçoivent petit à petit, hein, au gré de la mortalité, au gré de... voilà. Et il faut qu'ils acceptent tout ça, et il faut qu'ils passent jusqu'à la phase d'acceptation, et ça prend du temps. Ça prend énormément de temps, et je pense même que certains resteront dans le déni extrêmement longtemps. Donc, je suis pas d'accord sur ce point-là, quand tu dis qu'il n'y a pas grand monde autour de toi qui a changé d'avis. Peut-être qu'en conscience, ils te disent qu'ils n'ont pas changé d'avis. Ça ne veut pas dire que le travail au niveau du subconscient ne se fait pas. Et là, on est dans un processus qui est long. C'est pour ça que le premier cycle que j'avais fait, je l'avais consacré justement à comment modifier rapidement nos subconscients et nos croyances. Hein, parce que sans ça, on ne peut pas avancer. Voilà. J'attends ton commentaire. Hein, il n'y a pas de souci, on peut en discuter. En revanche, je ne veux pas qu'on entre dans la polémique de ce qui est bon, de ce qui n'est pas bon. Juste, aujourd'hui, on est dans un monde qui évolue. On a une partie de la population qui va apprendre des choses. On en a une partie qui est déjà au courant, mais pas de tout non plus. Et les choses, elles vont se décanter très lentement, je pense, et les croyances, elles vont se modifier petit à petit. Mais je pense qu'il est faux de penser que les gens... Alors, il y en a, hein. Il y en a qui resteront dans cette croyance-là parce qu'il sera inacceptable à leurs yeux de s'être trompés. Mais... ou d'avoir mal conseillé les gens. J'en ai dans mon entourage qui ont une telle culpabilité d'avoir conseillé... des gens qui aujourd'hui sont handicapés, qui de toute façon, ils ne seront pas capables, on va dire, de passer par-dessus cette croyance. Ça remet trop de choses en cause, trop. Donc la responsabilité, elle est plus simple de la mettre sur les autres. Peut-être qu'un jour, ils auront un déclic, mais pour l'instant, ils ne sont pas prêts à ça. Donc je pense qu'il faut plus le regarder comme un mécanisme inconscient, invisible. Du coup, mais tu vas voir, ces gens-là, ils vont petit à petit, ils vont avoir des attitudes incohérentes par rapport à ce qu'ils pensaient avant, parce que le changement va se faire, et quand le changement se fait, il y a une incohérence totale entre leurs actes, leurs paroles, et enfin, je pense qu'on va le voir évoluer dans les mois à venir. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je vous rappelle que à compter du 8-9 de chaque mois, en fonction de si c'est un week-end ou pas, j'anime un groupe de 6 personnes qui sont désireuses de changer de vie
Ah, et c'est là que l'ordinateur il coupe chaque quand ça fait ça. Donc un groupe de 6 personnes qui veulent renouer avec l'harmonie et leur joie de vivre. Vous n'hésitez pas à me contacter en privé si vous voulez en savoir plus. Je réitère que pour les coachs, mais aussi les particuliers, enfin toute personne qui aimerait changer son rapport à l'argent, je suis OK pour remettre suite au comment ça s'appelle suite au cycle du mois dernier sur l'argent, je suis OK pour mettre en place justement je sais pas comment appeler ça, on va appeler ça un atelier, hein, par exemple, sur la façon dont vous pouvez, un accompagnement, c'est la même chose, dans la façon dont vous pouvez changer votre rapport à l'argent et quels sont les paramètres dont il faut que vous teniez compte. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine. La semaine prochaine, on se retrouve encore sur la même thématique des émotions et je vais être honnête, je n'ai absolument aucune idée de ce sur quoi je vous parlerai. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de semaine. Bye.